pour cet accueil et cet honneur que vous m'attribuez en me permettant de devenir membre de l'Académie, donc l'Académie des sciences commerciales, euh, qui mériterait d'être aussi connue que sa jumelle, qui est l'Académie des sciences morales et politiques. Pourquoi? Parce que je trouve que la qualité de vos écrits et la qualité des critiques que vous faites dans des livres que certains écrivent, comme j'ai pu avoir l'occasion de le faire, montrent l'excellent niveau qu'il peut y avoir dans cette académie. Donc moi, ce soir, je vais essayer de vous présenter voilà, en 25 minutes un éclairage de ce qui est nouveau actuellement, enfin qui est nouveau, qui revient à la mode, mais qui existait déjà avant dans certaines filières industrielles, que sont donc les alliances de marque. Et je vais essayer, au travers de ces modèles, euh, alors Un il bruit y de a un fond, problème de... un C'est bruit de fond. c'est Peut-être bon. couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de vous montrer qu'au travers de ces modèles, on peut aujourd'hui faire mieux avec moins. Et le faire mieux avec moins, c'est un peu ce qui est quand même à la mode aujourd'hui dans notre économie. Faire mieux parce que on n'a pas encore trouvé mieux que de faire mieux pour pouvoir continuer à croître, à assurer les objectifs de croissance. Et avec moins parce que les ressources s'épuisent, et notamment les ressources, les matières premières. Donc, le faire moins, c'est effectivement essayer de tirer profit de toutes les parties prenantes qu'il peut y avoir dans une chaîne de valeur. Mon intention donc aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire cet état de connaissance, de bibliographique, des nouveaux modèles économiques, et vous montrer aussi que ce n'est pas parce qu'on fait mieux avec moins qu'on n'est pas plus ou pas moins rentable. Au contraire. Donc, je vous en parlerai après. Alors, peut-être qu'avant de me lancer dans cette conférence, juste vous rappeler, je sais peut-être une redite par rapport aux 15 dernières minutes, mais je vais faire très vite, vous rappeler que mon parcours, donc moi, je suis ingénieur et docteur de l'école centrale Supélec. J'ai fait une thèse de doctorat sur les clusters en innovation appliquée à la santé, ce qui m'a permis en fait de fonder et de diriger pendant une dizaine d'années ce qu'on appelle un cluster ou un écosystème qui s'appelle Silver Valley, qui compte aujourd'hui un peu plus de 350 organisations qui en sont membres, avec cette idée, un petit peu comme en analogie à la Silicon Valley, de mettre sur un territoire toutes les compétences qui pouvaient justement s'accommoder ou s'imbriquer les unes aux autres pour créer des nouveaux produits et des nouveaux services face à un défi qui est colossal, celui de la transition démographique, puisque en France, en 2030, pour vous donner quelques chiffres, un Français sur trois sera âgé de plus de 60 ans et qu'à l'horizon 2100 sur la planète, il y aura 3 milliards de terriens qui seront âgés de plus de 60 ans. Donc, c'est des vrais enjeux, ça pose de vraies questions. L'année dernière, on a eu un événement. Il est né plus de seniors que de bébés. Et surtout, comment dire, il y a eu plus de décès l'année dernière que de naissances. Donc, on voit bien qu'on est dans une société qui est en train de vieillir. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est comment trouver des solutions pour continuer à bien vivre et bien vieillir, tout en continuant à avoir une activité ou des activités économiques. Donc, j'ai fait Silver Valley. Silver Valley, c'était une association avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, ce qui me manquait, c'était la création d'un distributeur de produits et de services. C'est bien d'entreprendre, mais après, il faut les vendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis associé au leader des services à la personne pour pouvoir apporter toutes ces solutions au domicile. Et donc, on a créé Silver Alliance. Donc, voilà, j'en suis maintenant le dirigeant depuis maintenant 3 ans. Et en parallèle de toutes ces activités, à chaque fin de cycle, j'ai contribué ou j'ai écrit des livres. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat pour expliquer comment j'avais créé Silver Valley. J'ai participé à un livre de Jean-Hervé Lorenzi, Choc démographique, rebond économique, et j'ai fait un chapitre sur la Silver Economy. J'ai écrit un livre sur les startups parce que dans l'univers très disruptif de la transition démographique, il y a beaucoup de startups qui s'intéressent à développer des tas de produits et de services à destination des personnes âgées. Mais ça m'a puisque souvent on met en avant les startups, l'intérêt de ce livre, c'était aussi de mettre plutôt
expliquer les coulisses de cet écosystème ou de ces écosystèmes. J'ai participé à un livre sur la compréhension de la culture numérique. Et puis, en 2020, j'ai écrit un livre sur l'entreprise responsable et rentable, puisque ça m'a toujours intéressé de voir comment une entreprise pouvait combiner une logique financière avec une logique extra-financière. Voilà. Et puis, j'ai entre-temps été amené à rejoindre plusieurs organisations avec des mandats comme bénévole, donc Entreprise et Progrès comme vice-président. Et puis, j'ai rejoint aussi une organisation qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, qui chaque année forme 45 000 collégiens et lycéens à la culture de l'entrepreneuriat à l'école. Donc, voilà globalement mon parcours. Et donc, le sujet de ce soir, c'est de vous parler effectivement des alliances de marque. Peut-être qu'avant de revenir sur pourquoi les alliances de marque, quels sont l'intérêt, quels sont les intérêts, peut-être se rappeler quand même une chose, c'est que si aujourd'hui on se pose ces questions de ces nouveaux modèles économiques, de ces nouvelles organisations, c'est parce que en fait, on est dans un monde qui change beaucoup. On vit une crise économique, on vit une crise écologique, on vit une crise démographique, on vit une crise technologique, on vit une crise sanitaire, on vit une crise politique. Et je pense qu'il en manque. Tout ça a des conséquences sur notre société d'un point de vue macroéconomique, mais ça a aussi des conséquences sur la création d'entreprises et le pilotage des entreprises. Aujourd'hui, le fait que les clients des entreprises vieillissent, ça vous pose des questions sur l'adaptation des produits à des usages nouveaux. La crise sanitaire nous a rappelé peut-être toutes les insuffisances de notre système de santé, peut-être toutes les décisions qui ont été prises à des moments donnés, avec peut-être à l'époque des décisions qui étaient prises dans l'intérêt général, mais dont on a pu mesurer aujourd'hui dans le contexte actuel l'inefficacité. On voit qu'en 2017, on a eu 2 startups qui se sont affrontées, politiques, En Marche et la France Insoumise, et qui ont mis pratiquement à néant, même s'ils sont en train de reprendre du poil de la bête, la droite et la gauche. Donc on voit que personne et aucune structure n'est épargnée par la crise. Et la crise a cette vertu aussi de nous re-questionner sur la manière dont on crée de la valeur, dont on redistribue la valeur, dont on partage cette valeur. Et donc, l'intérêt, c'est de voir comment, justement, ces nouvelles crises impactent le monde des entreprises. Alors moi, je n'ai pas cette prétention de regarder tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises. Je m'intéresse à celles qui travaillent sur la transition démographique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, pour un dirigeant, il y a énormément de contraintes qu'il faut pouvoir absorber et que tout seul, c'est compliqué, même avec un COMEX. Et donc vous verrez pourquoi l'intérêt de partir sur des logiques d'alliance de marque. Aussi, vous dire que ces crises-là amènent donc des traitements, des problèmes qui sont plus simples ou compliqués à gérer. On est arrivé sur des problèmes qui sont complexes, qui sont épineux. Là, je vous ai mis volontairement l'image du Rubik's Cube, parce que la manière dont on va jouer au Rubik's Cube ou la manière dont on regarde le Rubik's Cube, en fait, il va être cette vision du monde qu'on pourrait matérialiser par le Rubik's Cube va être différente de la manière dont on regarde une face à une autre, et puis surtout la face que moi je veux regarder et celle que vous voulez regarder. Tout simplement vous dire que les visions aujourd'hui stratégiques prennent en compte des multitudes d'intelligence et d'expertise, et que tout seul dans son coin, on ne peut pas résoudre les problèmes complexes ou épineux que je viens d'évoquer avec toutes ces transitions qui sont devant nous. Donc, ça veut dire qu'il faut développer des génies collaboratifs. Il faut travailler avec des acteurs avec qui on n'avait peut-être pas l'habitude de travailler. Il faut que les sciences humaines travaillent avec les sciences dures et réciproquement. Il faut que les ingénieurs travaillent avec les commerciaux, que les commerciaux travaillent avec les marketeurs avec les designers. Il faut que tout le monde, et puis il faut qu'on travaille à partir aussi de la connaissance et des nouvelles tendances des clients ou des nouveaux clients que chacune de nos entreprises pourrait gagner. Donc, on voit bien que tous ces enjeux-là démontrent et illustrent assez bien
qu'on n'est plus face à une réponse ou face à un problème technique, j'avais un expert qui pouvait résoudre le problème, face à des sujets complexes, voire épineux. Épineux, c'est quand la solution n'est pas trouvée. En règle générale, la complexité, on arrive à la dominer en y mettant plusieurs acteurs qui ont plusieurs intelligences et ensemble, ils vont trouver une solution. Le problème d'un projet épineux, c'est que par définition, on n'a pas encore trouvé la solution et qu'elle va être difficile à trouver, d'où l'intérêt de s'allier. Donc, dans cette introduction, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est vraiment la nécessaire collaboration et coopération dont il va falloir faire preuve aujourd'hui pour pouvoir répondre aux enjeux complexes qui sont liés aux problématiques complexes de société que nous sommes en train de vivre et que seul dans son coin, on n'y arrivera pas. Donc, la question qui se pose quand on est une entreprise, c'est comment en fait tirer son épingle du jeu dans ce monde qui est incertain et ultra concurrentiel, tout en maximisant son ROI. Et vous avez vu, j'ai mis un S parce que derrière le retour sur investissement financier, il y a de plus en plus la question aujourd'hui du retour sur investissement extra-financier, d'où le SROI. Et donc, l'entreprise doit se mettre dans une culture pour faire mieux avec moins de la frugalité, c'est-à-dire essayer d'optimiser, de maximiser toutes les connaissances qui sont produites dans l'entreprise et comme tout à l'heure, on parlait de Phoenix, je reprends juste cet exemple-là, essayer de voir dans les déchets que produit l'entreprise s'il n'y a pas une forme de création de valeur qu'on peut trouver. Je vous invite à lire un livre du préfacier qui avait fait la préface du livre Startup Arrêtons la mascarade dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Gunther Pauli. Gunther Pauli, il a écrit un livre qui s'appelle L'économie bleue. Et justement, dans ce livre, il met bien en avant que finalement, l'économie, c'est infini et qu'il n'y a aucun déchet. Toute activité que génère une entreprise génère forcément des déchets. Et ces déchets-là peuvent être à leur tour, en fait, non pas des choses à enfuir dans le sol, mais quelque chose à réexploiter pour créer à nouveau de la valeur. Et cette création de valeur, elle est selon lui infinie. Un exemple très concret, il a une entreprise en Afrique du Sud qui a exploité en fait le marc du café. Et ce marc à café, c'est le principal aliment, ou combustible, peu importe comment on l'appelle, pour faire pousser des champignons. Et ces champignons, donc, qui ne coûtent rien à produire, sont vendus à des prix d'or à des restaurateurs qui les mettent dans des étoilés. Donc, tout ça pour dire voilà, qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur notre manière de créer de la valeur et puis d'exploiter toutes nos forces en entreprise. La complexité, c'est aussi, elle se trouve dans toutes les filières industrielles qui existent dans notre pays. Aujourd'hui, plus personne n'a le choix que de travailler avec les autres. Le ferroviaire travaille avec l'aéronautique, avec le naval, avec l'énergie. On voit bien aussi qu'en santé, on doit travailler de plus en plus avec l'ensemble des acteurs que je viens de vous citer. Et il y a une vraie gestion dans nos filières industrielles de travailler non plus en silo, mais en collaboration. Et on voit que dans l'entreprise de demain ou dans les nouveaux modèles économiques à venir dans notre société et dans ce 21e siècle, la création de valeur, elle va venir sur justement la rencontre de filières, de technologies qui jusqu'à présent ne se parlaient pas, mais qui, mis les unes à côté des autres, vont apporter une valeur ajoutée pour les humains ou la nature que l'on représente. Alors, dans les alliances de marque, j'aime bien prendre ces deux exemples pour répondre à ces problématiques complexes, et toujours avec cette idée, comment faire mieux avec moins de ressources, tout en étant peut-être toujours aussi rentable, voire plus rentable. Vous avez certainement à votre connaissance, vous avez certainement pris dans votre vie l'avion, et dans votre peut-être chez Air France, et dans le discours que font les personnes travaillant chez Air France en montant dans l'avion, en vous expliquant les règles de sécurité, ils vous disent toujours Air France, membre de SkyTeam. SkyTeam, c'est une alliance de compagnies aériennes, une vingtaine, c'est créé il y a 20 ans, avec cette idée qu'on pouvait apporter une meilleure expérience client à chaque voyageur dans l'avion. Alors, concrètement, comment ça s'incarne
Ça s'incarne par la raison suivante, c'est que quand vous allez prendre votre avion pour faire, par exemple, le tour du monde, ou je ne sais pas, opérer un changement de vol parce que vous allez arriver dans un pays et puis que pour vous rendre à un autre endroit dans le pays, il faudra prendre une autre compagnie aérienne. Ben, les compagnies aériennes ont bien compris que ça ne servait à rien d'ouvrir des couloirs aériens pour toutes leurs marques et qu'il fallait trouver des alliés qui vous emmènent d'un point A à un point B et puis du point B au point C. Et dans le parcours de A à C, permettre, en termes de qualité de service, d'offrir la même expérience aux voyageurs. Alors, ça s'incarne comment? C'est par exemple dans les choix des fauteuils dans l'avion, c'est dans la nourriture que vous est proposée dans l'avion, c'est dans le savoir-être des personnes qui travaillent dans ces avions, etc., etc. Et donc, en plus de ça, ils ont créé du coup autour de ça des avantages que l'on a quand on passe par SkyTeam avec la carte Miles qui vous permet de cumuler des points. Et au travers de cette marque-là, les compagnies aériennes, chacune d'entre elles a pu ouvrir des nouveaux couloirs aériens dans chacun des pays en utilisant son appli. Et ils ont pu aussi mutualiser des coûts, et notamment des coûts logistiques. Imaginons qu'un A380 arrive à Mexico avec deux fauteuils endommagés. Puisque c'est le même avion, mais qui va s'appeler Aeromexico, qui va opérer après le vol, et ben, là-bas, ils ont des fauteuils qui pouvant être utilisés pour remplacer ceux qui sont défectueux. Et on voit bien que là, il y a des mutualisations en termes de supply chain, de logistique, qui sont juste énormes. Bon, vous connaissez l'alliance Renault-Nissan, qui s'est effectuée aussi pour apporter plus de propositions de valeur à Renault et réciproquement à Nissan, et puis avec aussi des mutualisations sur de la technologie. Donc là, ce sont deux alliances de marques dans deux filières industrielles, l'aéronautique et l'automobile, qui ont démontré de nombreux avantages pour chacune des entreprises qui font partie de ces alliances. Moi, le sujet qui m'intéresse ce soir, c'est vous donner quelques informations sur pourquoi on crée aujourd'hui des alliances de marques et quels sont les avantages. Alors, j'en ai listé trois grandes familles d'avantages d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tactique et d'un point de vue opérationnel. Et pour ceux qui sont intéressés par les alliances de marques, je vous invite à lire un article qu'ont écrit Jean-Jacques Ségara et Géraldine Michel dans la revue de gestion française sur justement alliance de marque, quel profit pour les marques partenaires. Donc moi, avec mon expérience en tant que dirigeant d'alliance de marque et puis de ce que j'ai pu lire, de ce qu'ils ont pu faire, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Donc sur la partie stratégique, à quoi ça sert d'être dans une alliance de marque? C'est l'idée de pouvoir toucher plus de prospects. Il ne faut jamais oublier qu'une entreprise, pour croître, elle a besoin d'avoir des clients. Donc, soit de les fidéliser, donc en leur proposant des solutions, des avantages qu'ils ne vont pas aller trouver à la concurrence, soit en ayant de nouveaux clients. Donc, il y a la rétention de clients, la fidélisation et puis la captation de nouveaux clients. L'objectif stratégique d'une alliance de marque, c'est continuer à avoir plus de prospects tout en élargissant sa cible et son territoire. Son territoire, c'est par exemple quand on crée des joint ventures avec d'autres entreprises pour pouvoir aller conquérir d'autres territoires. Bon, pour rappel, là, on a parlé, j'ai parlé beaucoup, je vais parler, et j'en ai déjà parlé un petit peu, des alliances de marque sur le plan industriel, mais des alliances, il y en a eu dans tous les temps, notamment quand il s'agit de coloniser des territoires ou de gagner des guerres. On s'est toujours alliés pour pouvoir être plus fort. Le deuxième enjeu stratégique, c'est d'adapter le positionnement du produit à l'évolution du marché. Parfois, vous avez des sociétés qui comptent un produit qui est très bien installé, mais qui va nécessiter peut-être des améliorations, de l'innovation incrémentale, parfois de rupture. Et pour pouvoir le faire, et ils ne le font pas pour se faire plaisir, ils le font parce que leurs clients et le marché le demandent, il va falloir trouver des alliés avec qui, justement, réussir à faire ces nouveaux développements. Et en fusionnant les développements, en mutualisant les développements, vous doutez bien qu'on réduit aussi les risques d'échec et puis aussi les risques financiers. L'idée aussi, c'est de pénétrer des nouveaux marchés, des nouveaux segments de marché. Quand on est un acteur, et ça, j'aurai l'occasion de vous le citer après avec ce que je vis moi au quotidien, avec des entreprises qui ne vendent que des produits à des particuliers, ce qu'on appelle le B2C, vous vous rendez compte que quand vous les associez les unes avec les autres,
vous pouvez aller chercher des marchés qui n'ont pas des gisements de valeur pour ces entreprises. Le quatrième enjeu stratégique, c'est de développer de nouveaux produits. On a un petit peu parlé, mais c'est la mutualisation de la recherche et développement. Et qui N'hésitez pas à couper le micro, s'il vous plaît. Pardon. Qui est particulièrement... On entend des bruits bizarres. Donc, le quatrième sujet, c'est développer des nouveaux produits. Et vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, face à des entreprises de services qui n'ont peut-être pas fait leur transformation digitale, et à côté de ça, des entreprises qui sont ultra digitalisées, bah, parfois, en fait, le marché réside dans l'alliance de la capacité à avoir développé de la techno digitale et la capacité d'avoir peut-être des agences en retail sur le territoire avec du service, pour pouvoir justement avoir un avantage concurrentiel par rapport à ses clients. Donc ça, c'est au niveau stratégique. D'un point de vue maintenant tactique, bah, comment ça marche, les alliances? Qu'est-ce qu'elles font entre elles? Bah, elles vont créer des supports de communication communs, elles peuvent créer des marques en commun, elles peuvent mutualiser des coûts de publicité. Passer à la télé, ça coûte très cher. Elles peuvent mutualiser aussi des coûts sur des salons, sur du print ou mettre en place des marketplaces. L'enjeu, évidemment, de toutes ces marques qui s'allient, c'est pour créer des revenus additionnels, donc faire du cross-selling, parce qu'on partage des clients qui sont similaires et peut-être que l'intérêt, bah, c'est qu'en leur proposant le service qui n'est pas concurrent de l'autre produit, eh ben, on va les fidéliser. Et donc, ça va se transformer par des revenus additionnels. L'intérêt, bon, c'est ce que je viens de dire, c'est l'amélioration de l'expérience client et la fidélisation. Et puis, évidemment, parfois, l'association de marques entre elles va créer encore plus de notoriété à la marque. Marque déjà connue va s'allier à une marque qui n'est peut-être pas connue, mais le fait de s'allier à cette marque connue, la marque connue va avoir une image moderne, et puis la marque qui n'est pas encore connue va profiter de cette aubaine de la marque qui est déjà connue pour pouvoir aller toucher tout de suite des clients. Sur le plan opérationnel, l'idée d'une alliance, c'est aussi de mutualiser des moyens humains, matériels, financiers, de l'expertise, de la recherche du développement, de la représentation sur voilà, des différents supports, sur des médias, sur du lobbying. L'intérêt aussi, ça revient un peu à l'intérêt stratégique, mais c'est la mutualisation des ancrages géographiques, notamment dans tout ce qui va être l'achalandage des produits, de s'appuyer sur des entrepôts de certaines entreprises pour pouvoir apporter plus vite le produit aux consommateurs. Et puis aussi, c'est l'intérêt aussi d'une alliance qui ne gère pas simplement, qui ne permet pas simplement de faire du volume additionnel d'affaires, mais qui permet aussi de réduire les charges fixes de l'entreprise, parce qu'on va pouvoir aussi travailler dans une logique de centrale d'achat. Et donc, en alliant les acteurs, on va être capable de proposer, je ne sais pas, dans une société où on fait du service, avec une autre où on fait, je ne sais pas, je vais vous prendre deux exemples très concrets. Hein. Une société qui ferait donc du service à la personne et une autre qui ferait peut-être, je ne sais pas, de la spécialiste de l'audio, se réunir ensemble pour pouvoir avoir accès à des téléphones, à des ordinateurs, à de la bureautique. Si chacun le fait dans son coin, il est évident que face aux constructeurs en face de ces solutions, on aura un pouvoir de négociation qui sera plus faible que si on y va ensemble. Et donc, en faisant ça, le prix unitaire de chaque produit de l'ordinateur, du téléphone est moins cher pour chacune des entreprises et ça permet du coup de réduire significativement les charges fixes de l'entreprise. Et si on augmente du coup les revenus additionnels, donc le chiffre d'affaires, et qu'on réduit de l'autre côté les charges fixes, bah, vous vous doutez bien qu'on améliore la rentabilité. C'est pour ça que cette logique de travailler en alliance, c'est vraiment cette logique qui est au cœur de notre économie aujourd'hui, de faire mieux avec moins. Et c'est valable, et c'est ça qui est intéressant. On a des exemples qui existent depuis déjà des décennies et qui fonctionnent très bien, notamment dans l'aéronautique. Et puis, sur d'autres secteurs d'activité, où ces alliances ne sont pas encore visibles, elles se mettent en place. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est essayer de vous illustrer mon propos par des exemples très concrets. Donc, par exemple, de mon côté, nous, on a mis en place des choses
sur la partie communication qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire, enfin que chacune des entreprises aurait eu l'occasion de faire toute seule. Moi, j'ai les dirigeants de Pleine Vie qui sont venus me rencontrer, qui m'ont proposé en fait d'adresser des solutions et de l'information à leurs abonnés. Alors, Pleine Vie, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'abonnés et ils ont des hors-séries. Donc là, on a fait un hors-série, le bien vieillir à domicile. Et parmi leurs abonnés hors-série, ils sont un peu plus de 20 000. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer un guide avec un ensemble de solutions qui vont permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible à domicile et d'y vivre le mieux possible. Chacune des entreprises avec lesquelles je travaille n'aurait jamais pu toucher 25 000 personnes comme on l'a fait là, toute seule, parce qu'ils avaient juste une solution à leur proposer. C'est parce qu'on a une alliance que Pleine Vie a été intéressé de justement mettre en avant toutes ces solutions qui en plus sont interopérables. Alors interopérables, il faut y voir complémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrents dans mon alliance, elles sont toutes complémentaires les unes par rapport aux autres. Et donc ça a permis du coup de réaliser un hors-série avec un des deux médias les plus connus de cette cible que chacune de mes entreprises essaie de toucher, avec un coût qui était relativement abordable pour chacune des entreprises avec lesquelles je travaille. Et puis, on a de l'autre côté, nous, un guide que l'on fait en interne, qui fait à peu près la même chose que le hors-série de Pleine Vie, sauf que celui-ci, on l'édite à 100 000 exemplaires environ par semestre et qu'on le distribue dans chaque point de vente de chacune des entreprises avec lesquelles on travaille. Avec cette idée que plus les clients verront ces produits, plus ils se diront bah, peut-être que ça les intéresse, et ça, c'est leur libre choix, ils ne sont pas obligés de les acheter, nous, on fait juste les informer, mais que chacune des entreprises se recommande comme ça à sa clientèle et dans ses process de commercialisation. Un autre exemple, vous avez certainement, peut-être vous en avez bénéficié, peut-être vous avez utilisé ces systèmes-là de téléconsultation, de télémédecine là, pendant le confinement, vous allez peut-être l'utiliser demain, parce que ça va être des produits qui vont être disponibles notamment en officine de pharmacie. Mais il ne vous aura pas non plus échappé que, à force de tout concentrer sur des grandes métropoles, on s'aperçoit qu'aujourd'hui en France, on a des déserts médicaux. Et que sur ces déserts médicaux, pas de bol, ce sont beaucoup de personnes qui ont un certain âge qui habitent. Sauf que l'offre de soins n'est plus aussi dense qu'elle l'était auparavant et n'est pas du tout homogène par rapport aux grandes métropoles. Donc, il y a des petits génies qui ont développé ce qu'on appelle la téléconsultation, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, avec votre webcam ou votre tablette, vous pouvez avoir accès à des médecins. Ça, c'est la proposition de valeur de Medadom. 7 jours sur 7, en moins de 10 minutes. Et ça, c'est pris en charge jusqu'au 31 décembre de cette année, en charge par la sécurité sociale, au même titre que d'aller chez le médecin dans son cabinet. On peut penser que demain, dans ce type de système, on va pouvoir y ajouter des briques, des verticales, on appelle ça comme ça, où on va pouvoir apporter pas que les médecins, mais peut-être le spécialiste de l'audio, le spécialiste des infirmiers, le spécialiste de l'optique, le spécialiste de la nutrition. Et donc ça, c'est les entreprises qui sont citées là, Audica, Medicalib, les opticiens mobiles, Nutrisense. Et ça, ces entreprises-là, c'est celles avec lesquelles moi je travaille dans mon alliance, au sein de Silver Alliance. Et donc tout l'intérêt, c'est que pour Medadom, on va pouvoir comme ça apporter par rapport à ses concurrents dans la téléconsultation une offre pléthore de spécialistes de santé pour pouvoir adresser des personnes qui en ont besoin. Alors évidemment, ça ne remplace pas le médecin, ni l'audioprothésiste, ni l'infirmier, ni l'opticien, ni le nutritionniste. Ça permet à distance de voir la gravité de la situation et peut-être du coup de mieux appréhender le niveau d'urgence. Et comme ça, d'apporter une solution à s'il faut que je me déplace ou pas chez un spécialiste. Pour Medadom, ça crée de la valeur. Et pour les autres, ça crée un nouveau canal de distribution de leurs solutions. Donc ça, c'est concret. C'est des choses que l'on fait déjà. On a aussi eu le Covid pour nous a été deux événements malheureux parce que malheureusement, ça a confirmé que beaucoup de gens n'avaient pas une qualité de service exceptionnelle et étaient vulnérables à domicile et dans les maisons de retraite et dans les résidences-services. Et de l'autre,
ça nous a permis de mettre en avant en fait toutes nos défaillances, tant sur le système de santé que la prise en charge des personnes âgées. Et donc, nous, ça nous a forcé finalement à travailler, à imaginer des nouveaux produits qu'on est en train de déployer et qui seront vraiment opérationnels au tout début de l'année 2022. Et donc, là aussi, un autre exemple, les seigneuriales, je ne sais pas si ça vous parle, mais les seigneuriales, ça appartient à Pierre et Vacances. C'est aujourd'hui un peu plus de 80 résidences en France. C'est le concurrent de Domitis, pour ceux qui connaissent. Et ils ont dedans 7000 clients qui cherchent aussi à avoir, qui sont là pour avoir accès à des services. Bon, vous doutez bien que ces clients ont une moyenne d'âge relativement élevée, mais pour autant, ils ne sont pas mourants, ils ont choisi d'eux-mêmes de vivre en résidence-service. On s'aperçoit aujourd'hui que ce type d'activité, les résidences-services, ils ont des contraintes en termes d'exploitation assez fortes. Ça coûte cher, en fait, la masse salariale, l'activité qu'on peut développer au sein de ces structures. Et donc, tout l'intérêt, c'est, en passant dans une alliance, de proposer des produits nouveaux dans la résidence qui vont, d'un côté, optimiser les ressources c'est les hommes et les femmes qui y travaillent, leur temps, pour pouvoir apporter du service à leurs résidents, et en particulier du dépistage audio, etc., parce que ça fait 2 ans et demi qu'ils n'ont pas eu grand-chose. Et du coup, et ça, c'est si on regarde les business plans de ces structures-là, d'améliorer le taux de remplissage, puisque des gens ne vont pas partir parce qu'ils sont souffrants, ils vont pouvoir rester parce qu'on a pu dépister des problématiques et donc intervenir en amont plutôt que dans le curatif. Et puis, du coup, améliorer aussi l'image de marque de ce type de résidence qui montre bien qu'elle s'attache à apporter des services à ses clients. Là aussi, c'est des produits qu'on est en train de créer et qui n'auraient pas pu se faire, ou en tout cas moins vite, si on n'avait pas travaillé en alliance de marque. On a lancé aussi un produit, alors excusez-moi pour l'anglicisme, qui s'appelle Care at Work en entreprise pour les dirigeants et plus globalement les DRH en entreprise, puisque aujourd'hui, ces professionnels sont confrontés. Le vieillissement de la population, c'est pour tout le monde, hein, ce n'est pas quelques-uns qui vieillissent. On vieillit tous et on vieillit beaucoup plus maintenant, comme je vous l'ai expliqué en introduction. Et ça a des impacts sur toutes les entreprises. Aujourd'hui, vendredi, on fait un webinar sur ce sujet-là. Des DRH de chez Engie ou de chez L'Oréal, pour citer les grandes entreprises, mais c'est valable dans toutes nos entreprises, hein, de différentes tailles et différents secteurs d'activité. On est confronté aujourd'hui à des salariés qui, le dimanche, ont géré leur papa ou leur maman qui n'allait pas très bien, à 100, 150, 200 km de leur lieu de vie. Et puis arrive le lundi, avec tout ça en tête, sans avoir eu la solution à proposer à leurs parents dans leur domicile. Et donc, ça entraîne une charge mentale plus forte. Malheureusement, quand cette charge mentale est très forte, ça crée de l'absentéisme, ça crée du présentéisme, et dans les cas les plus graves, du burn-out. Tout ça, ça a des conséquences pour la productivité de l'entreprise, puisque ces salariés qui sont plus performants en entreprise, à cause du fait d'une situation compliquée avec le vieillissement d'un proche, ça va avoir évidemment des effets, des externalités négatives pour l'entreprise. Donc, nous, on s'est dit, on peut apporter ces solutions-là et on a dans mes salariés des spécialistes de cet accompagnement, de la prise en charge du salarié pour l'orienter vers les bons organismes pour pouvoir aider ses parents. Et donc, ça a un impact. Ça a un impact sur la marque employeur. Le salarié qui se sent aidé par son entreprise, c'est toujours positif. Et le salarié qui trouve des solutions à son entreprise, par le biais de son entreprise, vous le savez aussi bien que moi, sera beaucoup plus fidèle. Donc, ça fera moins de turnover et sera certainement beaucoup plus performant parce qu'il aura une réponse à cette gestion. Alors, on s'est aperçu qu'en lançant ce produit-là, on l'a lancé sur 30 boîtes, auprès de 25 000 salariés. Ça, c'était en début d'année cette année. Et on a fait ça pendant 6 mois. On s'est aperçu aussi qu'en entreprise, il y avait des sujets pas simplement des gens qui ont des parents âgés, mais tout simplement tous les salariés qui de temps en temps ont besoin de régler les lunettes, d'autres ont besoin de faire des tests audio, d'autres ont besoin d'être vaccinés en entreprise, d'autres ont besoin différents sujets, la téléconsultation en entreprise, plutôt que de poser une demi-journée pour aller faire ses réglages chez son opticien, c'est quand même plus simple d'avoir une téléconsultation dans son entreprise sur son temps de travail, d'avoir
en relation avec son opticien et que son opticien vous fasse livrer vos lunettes à l'entreprise. Vous avez gagné du temps et ça vous permet de concilier, d'avoir une meilleure vie pro, de concilier une meilleure vie pro et une meilleure vie personnelle. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, je le passe, mais c'est simplement pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire quand on a une alliance de marque. Et puis, dernier exemple, là, c'est sur la réduction des charges fixes. Donc, avec le groupe avec lequel je suis associé, WeCare, nous, on a des contrats cadres avec des opérateurs dans l'automobile qui nous permet tout simplement pour nos salariés qui interviennent au domicile d'avoir des véhicules pour pouvoir aller réaliser leur activité tous les jours. Et puis, on s'est aperçu que sur certains de nos entreprises, enfin, dans certains de nos alliés, l'opticien mobile, pour pouvoir aller régler les lunettes, à condition d'avoir évidemment l'ordonnance de l'ophtalmo, mais pour pouvoir aller régler les lunettes à domicile, pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité, il lui faut une voiture. Et eux, cette entreprise s'est très fortement développée, mais a été freinée dans son développement là, dernièrement par le fait qu'on a une crise du fret et donc une crise de livraison de voitures en France. Et donc, du coup, comme c'est une petite entreprise, on va d'abord aider les plus grands. Et du coup, ils ont des difficultés à s'approvisionner sur du véhicule. Là, par l'intermédiaire de WeCare, typiquement, ils ont pu avoir accès à des véhicules. Donc, double bénéfice pour eux. Ils ont eu accès à des véhicules au prix, nous, on les a chez WeCare. Donc, réduction de charges fixes. Autre avantage, c'est que comme ils ont eu accès à des véhicules, ils ont pu aller faire leurs activités. Et donc, répondre à l'utilité pour la personne qui en avait besoin et au chiffre d'affaires pour eux en réalisant leurs activités. On a eu la même chose chez Partner Assurance, dans une autre société, et également chez Giffard. Donc, je vais juste vous montrer ça, mais l'intérêt, c'est qu'évidemment, on a cette capacité aussi d'apporter du volume et donc de répondre à des problématiques dans des contextes particulièrement incertains. Donc, il y a quand même quelques points de vigilance à avoir quand on parle des alliances de marque. C'est qu'on ne peut pas s'allier avec n'importe qui. C'est comme quand on se marie avec quelqu'un, on ne se marie pas avec la première venue ou le premier venu. D'abord, on s'assure qu'on partage des valeurs, un projet de vie, une stratégie. On ne parle peut-être pas comme ça avec sa femme, mais en tout cas, on a un projet de vie et qui d'ailleurs se matérialise quand on se marie par un contrat de mariage. C'est un petit peu la même chose dans une alliance de marque. On va d'abord s'assurer qu'on partage des valeurs et qu'on partage aussi une vision stratégique sur un marché, un projet qu'on a en commun. On va s'assurer aussi de la pertinence, enfin, il faut s'assurer de la pertinence et l'originalité de l'association pour le consommateur, parce que avant d'être profitable, une entreprise doit être surtout utile à des consommateurs en répondant à des besoins, et c'est parce qu'elle est utile à des consommateurs qu'elle devient un jour profitable. Et puis ça, c'est le cercle vertueux qui se met en place. On doit regarder aussi l'expertise. Il ne s'agit pas d'être concurrent, donc il faut qu'on trouve des alliés avec qui on va pouvoir partager de l'expertise et finalement faire en sorte que 1 + 1, ça ne fasse pas 2, mais ça fasse au moins 4. La crédibilité des marques. On ne peut pas avoir des marques avec une notoriété inconnue des consommateurs et puis de l'autre, des marques très fortes et très connues qui prendraient le risque d'apporter des solutions qui pourraient peut-être fidéliser leurs clients, mais qui pourraient être aussi dangereuses dans la relation qu'on a établie avec son client. Bon, le positionnement de marché, vous en doutez un petit peu. Et puis, de plus en plus, pour faire ces activités d'échange d'expertise, d'échange, de faire du cross-selling, etc., il faut évidemment que le consommateur soit d'accord avec ça. Donc, il faut lui demander son consentement. Et donc, il faut que nous, on s'assure, et ça fait partie du travail de mes équipes, de s'assurer de la conformité à la loi de la règle générale, enfin, la réglementation générale des données personnelles, RGPD, qui est très importante si on veut pouvoir justement fidéliser et apporter de la valeur ajoutée par rapport à nos clients. Donc, en conclusion, puis après, je répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Vous avez peut-être connaissance de la méthode qui s'appelle Blue Ocean Strategy, donc la méthode de l'océan bleu. L'intérêt, ce n'est pas justement de dominer son marché, soit en réduisant la valeur de ses produits et ses coûts, mais l'intérêt, c'est de faire les deux. Et faire les deux, ça nécessite en fait de changer de référentiel, donc de passer du bocal où il y a tous ses copains, voire tous ses concurrents, à un bocal où il n'y a personne, pour aller conquérir justement des nouvelles parts de marché, voire aller gratter des nouvelles parts de marché sur ses concurrents, parce qu'on aura apporté
on aura apporté des nouveaux avantages pour les consommateurs. Et je crois beaucoup, en fait, au changement de paradigme dans la manière dont on va monétariser la valeur, toutes les valeurs, et en particulier celles qui ne sont pas marchandes, dans nos critères extra-financiers pour pouvoir justement apporter encore plus de valeur ajoutée aux consommateurs. Et moi, dans mon secteur d'activité, je peux vous dire que les clients sont très sensibles au caractère produit en France. Il ne s'agit pas de faire de tout reproduire en France, mais de s'assurer qu'en fait, la qualité de service, c'est vraiment ce qui domine la création de valeur dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Donc juste pour terminer, je voulais juste vous montrer par cet exposé que on est vraiment dans une culture aujourd'hui du collaboratif et que ce n'est pas simplement un effet de mode, mais que c'est une véritable lame de fond dans notre économie et qui va du coup avoir un impact sur la création d'entreprises de demain dans tous les secteurs d'activité. Merci de votre attention. Merci à toi infiniment. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Juste avant, juste une remarque. Oui, j'ai une question. Bon, oui, d'accord. Je voulais faire une remarque avant ça. Juste une remarque, c'est que je ne vais pas commenter avant de laisser la parole à Nadia Antonin, mais ce qui est remarquable dans ton exposé, c'est ta facilité de passer de la conceptualisation de certains phénomènes à l'action, hein, dans cette problématique que tu nous as décrite, avec un double intérêt, bien évidemment, c'est de multiplier l'accès à des coûts intéressants pour des particuliers, des seniors en particulier, et puis parallèlement de créer ces alliances qui permettent à toute une série d'acteurs de faire plus avec moins. Merci encore. Et Nadia, pose ta question, s'il te plaît. Merci Jean-Paul. Merci pour votre intervention. Donc Nadia Antonin, membre de l'Académie. Tout à fait. Bon, là, c'est juste une remarque. Effectivement, cette alliance des marques fait penser au collaboratif. Donc, à juste titre, vous avez évoqué le terme frugalité quand vous avez évoqué faire mieux avec moins. Donc, ça me fait penser au concept d'innovation frugale. Et il y a un exemple, je crois, fait chez Decathlon. On a converti des masques de plongée en respirateurs. Donc, ma question, l'innovation frugale peut-elle être disruptive? Bien sûr. C'est-à-dire créer une rupture. Je pense pour éviter l'anglicisme. En fait, notre économie, mais pour tout vous dire, actuellement, je travaille un petit peu avec le secrétaire général du plan d'investissement d'avenir. Il doit définir d'ici 10-15 ans les domaines stratégiques dans lesquels la France doit investir, et en particulier l'État. Évidemment, quand on parle je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fintech, de la deep tech, enfin tout ce qui finit par tech. Tout à fait. Étant à la Banque de France, effectivement, les fintech, je connais. Et les big tech aussi, d'ailleurs. L'objectif, c'est justement d'aller investir, en tout cas de donner des signaux faibles à des investisseurs pour aller investir dans des entreprises qui vont demain peut-être créer de la rupture. Moi, sur lequel je milite beaucoup, et militer, c'est le bon terme, je suis militant, c'est de dire, OK, il y a la technologie, mais n'oublions jamais que la technologie, ce n'est pas la finalité, c'est qu'un moyen d'apporter du service. Et j'arrête pas d'expliquer à ce type d'acteur que l'innovation sociale, qui serait de faire travailler Pierre avec Jacques, qui ont tous les deux, l'un est duoprothésiste, l'autre, spécialiste, c'est pas la podologie, les faire travailler ensemble, c'est pour moi une innovation de rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'habitude de travailler ensemble. Et les faire travailler ensemble pour pouvoir peut-être demain réduire le nombre de chutes des personnes âgées, ça pourrait faire de grandes économies à notre sécurité sociale. Je vais vous donner des chiffres parce que ça ne va pas vous parler, et ça répond à votre question. En France, chaque année, le coût pour la sécurité sociale, en coût direct et indirect, des chutes des personnes âgées, c'est 5 milliards d'euros. Et on sait pertinemment, moi je suis membre de la société scientifique de la Société française de gériatrie et de gérontologie, on sait pertinemment que la chute,
c'est ce qu'il y a de visible. Ce qui est invisible, en fait, c'est toutes les défaillances de l'homme et de la femme qui ont conduit à ce qu'on chute. Et ces défaillances, en fait, c'est quoi? C'est que vous entendez moins bien, vous nourrissez moins bien, vous voyez moins bien, et tous ces petits trucs qui sont invisibles, parce que ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça arrive en ajoutant des années à la vie chaque année. Si on ne fait pas de la prévention, à un moment donné, on tombe sur du curatif. Et donc, du coup, effectivement, ça a des coûts. Moi, mon intérêt, c'est de faire travailler des hommes et des femmes, des entreprises qui vont justement apporter ces solutions. Donc, quand Decathlon invente un masque qui devient en fait un masque pour pouvoir soigner ou pour pouvoir permettre à des gens de respirer, bien sûr que c'est de la frugalité. Mais je vais vous dire une chose, Decathlon, c'est même le modèle de Decathlon de faire de la frugalité. Decathlon, c'est toujours faire mieux avec moins. Ils sont très forts pour ça. Et où ils sont très forts, c'est qu'ils vont faire travailler des domaines de compétences, des expertises qui n'avaient pas jusqu'à présent l'habitude de travailler ensemble pour créer des nouvelles poches de valeur sur lesquelles ils vont inventer des produits. Donc oui, mais moi je vais vous donner un exemple d'innovation de rupture qu'on a tous vécu et sur lequel on doit tous être fiers. On a tous vécu le Covid, certes. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi? Jamais la recherche au monde n'a travaillé comme ça pour trouver un vaccin en 18 mois. Et après, l'industrialiser, ce vaccin. Je ne sais pas si de temps en temps, on se rend compte de ce qui vient de se passer, mais en 24 mois, on a réussi à vacciner des millions, voire plus, de personnes. Alors certes, on n'a pas encore vacciné tout le monde. Certes, le virus, il n'a pas été éradiqué, mais ça, je ne pense pas qu'on va l'éradiquer, on va vivre avec. Mais on a réussi à un truc incroyable, simplement en se parlant et en bénéficiant de l'expertise des uns et des autres. Pour moi, la plus grande rupture ou le caractère disruptif, c'est notre capacité en fait à travailler les uns avec les autres pour les autres, dans l'intérêt général. Et après, l'intérêt général, ça fait fructifier ses intérêts personnels. C'est dans cet ordre-là. Je vous remercie. D'autres questions? André Coupé. Oui, moi j'ai une question. Merci. Benjamin, comment tu résous les problèmes de consensus dans une association de marques quand on a des acteurs extrêmement différents les uns des autres? On peut avoir des petits acteurs qui n'ont jamais de moyens, qui sont toujours en déficit, avec des gros acteurs qui, eux, veulent pousser la machine en avant. Alors, comment trouves-tu des règles de fonctionnement pour éviter l'éclatement, finalement? C'est une bonne question. Alors, mais j'ai été quand même à la bonne école, pas à Centrale. Je vous disais tout à l'heure que ma thèse que j'ai faite à Centrale, qui est pour moi vraiment le travail le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Tout le reste, c'est pas que c'est facile, mais c'est plus simple. En fait, j'ai rencontré ce professeur Gilles Le Cardinal qui a développé une méthode qui s'appelle la dynamique de la coopération de la confiance. Il a publié chez Duno. Je vous invite vraiment à lire. Et en fait, qui résout beaucoup de problèmes complexes. Cette méthode s'appelle PAT miroir. PAT, l'acronyme, ça veut dire le P, ça veut dire peur, le A, ça veut dire attrait, et le T, ça veut dire tentation. Dans n'importe quelle relation bilatérale, ou quand vous rajoutez 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 3000, tout ce que vous voulez de personnes, on a toujours par rapport à un objectif qu'on aurait en commun, les peurs, les attraits, les tentations, des uns par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Les peurs en entreprise, c'est ce qu'on appelle les risques. Les attraits en entreprise, c'est ce qu'on appelle les moyens et les objectifs. Et les tentations en entreprise, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Moi, mon travail, pour répondre à la question, André, mon travail à la base, quand j'ai créé Silver Valley, quand j'ai créé Silver Alliance, ça a été d'identifier ces peurs, ces attraits, ces tentations. Aujourd'hui, je peux avoir un PDG d'une n'importe quelle entreprise qui pèse des milliards d'euros ou une start-up qui pèse que quelques centaines d'euros. Je sais ces peurs, ces attraits, ces tentations par rapport à l'objectif que l'on aura de travailler les uns avec les autres. Et tout mon intérêt après, c'est de faire un management de ces risques, de ces objectifs, de ces moyens et de ces valeurs. Alors, tu vas me dire, ça c'est de la philosophie, mais c'est hyper important la philosophie en entreprise parce que c'est ce qui permet d'écrire sa raison d'être. Et du coup, de voir le long terme et pas le court terme. Parce que c'est ça aussi la différence avec une entreprise que je pilote tout seul ou une alliance de marque, c'est que l'alliance de marque me permet de faire de la logique d'exploration.
là où dans mon entreprise tout seul, je fais de la logique d'exploitation. Donc, le court terme versus le long terme. Et c'est très difficile de combiner tout ça au sein d'une même entreprise. Et donc, l'intérêt d'une alliance, c'est justement d'avoir conscience de ses peurs, de ses attraits, des tentations. Et quand on a conscience de ses peurs, de ses attraits, des tentations, en règle générale, on a aussi les solutions. Le métier d'Albert Einstein, c'était ça. Hein. 99% de son temps, il identifiait le problème et essayait de le comprendre. Et puis, quand il avait fini d'identifier le problème, en fait, la solution était devant ses yeux. Moi, c'est ça un peu mon travail. C'est d'animer tout ça pour que les gens, les professionnels, puissent voir les problèmes qu'ils ont à résoudre ensemble. Et après, c'est dans notre modèle économique d'être malin pour que, justement, ceux qui ont des moyens puissent les mettre à bon escient, ceux qui en ont moins, le mettre aussi à bon escient. Et puis, l'intérêt, c'est que ces petites entreprises qui vont venir disrupter le marché vont devenir un jour des plus grands, qui vont du coup entraîner les plus grands vers la modernité. C'est vraiment ça, c'est notre travail. D'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, dans l'Alliance, quand on prend des décisions, chaque décision est prise avec tout le monde. Et qu'on fasse des milliards ou des euros de chiffre d'affaires, une voix égale une voix. Il faudrait appliquer ça à l'Europe. J'en suis pas là. Benjamin. Autre question? Oui, Benjamin. Alors, qui pose la question? Gisela Bélia. Oui, je ne veux pas prendre la parole de quelqu'un d'autre. Je peux y aller? Tu commences. Et puis, merci pour votre exposé. Je suis également membre de l'Académie des sciences commerciales. J'avais une question d'étonnement, je vais dire, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas bien compris le dernier concept que vous venez d'exposer, le PAT. Je ne sais pas si on dit le ou la, mais en tout cas le PAT, où vous mettez en parallèle dans l'entreprise le paper avec le mot risque. Or, et c'est là où je me dis que je n'ai peut-être pas bien compris, il me semble qu'au contraire, la prise de risque est une opportunité et pas quelque chose de négatif. À moins que les entrepreneurs le prennent trop comme quelque chose de négatif, je ne sais pas. Mais non, les entrepreneurs, ils prennent le risque comme une opportunité. En tout cas, c'est. Alors, pourquoi peur? Pourquoi peur et risque? Mais en fait, Gilles il était docteur en mécanique et puis il a fait une thèse après en sciences humaines. Et donc, en fait, il a juste manipulé des concepts des sciences humaines avec des sciences dures. Et lui, il a juste mis en avant que les peurs ou les sources de blocage en entreprise, c'était des risques. Bon, alors après, je ne sais pas comment vous le dire autrement que par ces mots-là. C'est certainement de la sémantique. Mais bien sûr que les risques, c'est une forme de… tout l'enjeu pour une entreprise, c'est d'avoir conscience de ses risques, donc de ses peurs, et de les maîtriser et de les gérer. En faire état au début, quand on crée une entreprise ou dans une alliance, quand on a créé, ça nous permet justement de savoir exactement ce qu'on ne doit pas faire ou ce qu'on doit faire pour éviter que ces problèmes arrivent. Jean-Paul? Alors? Oui, Jean-Paul? Oui, qui m'appelle? Gilles Paco. Je peux poser une question? Prends la parole. Vas-y, pose ta question, s'il te plaît. Bonjour Benjamin, merci de cette présentation sur ce sujet sur lequel j'ai eu pas mal l'occasion de travailler, compris avec Géraldine Michel que vous avez cité dans le cadre de revues professionnelles sur le co-branding et les partenariats. Est-ce que tu as le sentiment, je ne sais pas si on peut se tutoyer ou si vous avez le sentiment… Oui, vous pouvez me tutoyer. Que ce que ton propos semble délivrer, il y a plus de besoins maintenant qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et pour avoir beaucoup vécu, parfois sur 20, 30 ans, ce genre de partenariat entre alliances, marques, brand, ou quel que soit, ou entreprises, parce qu'il y a un peu de tout dans ça, les joint ventures et autres. Qu'est-ce qui fait dire ou qu'est-ce qui t'amène à dire qu'il y a plus d'urgence ou de besoin ou de nécessité aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans? Il y a peut-être 20 ou 30 ans, le monde était plus certain qu'il l'est aujourd'hui. C'est peut-être plus facile de se projeter. Il y avait certainement aussi moins de concurrence. Moi, je pense que c'est ces deux variables-là, plus
l'avènement du digital qui fait qu'aujourd'hui, il faut aller très vite. Et donc, le très vite tout seul, quand on a déjà ces deux sujets-là à gérer, l'incertitude et la concurrence, c'est compliqué, tout simplement. Ça demande des ressources financières importantes et en règle générale, les entreprises ne les ont pas. Donc, plutôt que de le faire seul, autant le faire avec des entreprises qui peuvent s'allier d'un point de vue affinitaire et qui ne sont pas concurrentes les unes par rapport aux autres. Moi, je pense que c'est la complexité de notre monde et la mondialisation qui a fait qu'aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite. Et on doit aller beaucoup plus vite et en même temps, on doit toujours produire de la valeur qui est le plus proche possible des attentes des consommateurs. Donc, ça fait beaucoup de connaissances, d'expertise à intégrer en très peu de temps. Et je ne connais pas une entreprise qui est capable de le faire, peut-être hormis Amazon aujourd'hui. Mais pour d'autres raisons, Amazon, c'est le meilleur exemple, le meilleur contre-exemple de notre alliance de marque. Je pourrais en discuter longuement plus tard. Mais je pense que c'est ça, Hugues, qui fait qu'aujourd'hui, ce type de modèle a plus d'emprise sur notre économie. Et puis, par ailleurs, je pense que les consommateurs ont aussi leur part à jouer. Quand on voit le développement, vous connaissez peut-être l'application de Yuka, YUK, qui en gros est venu gratouiller très très fort le modèle de la grande distribution, qui a fait que des entreprises comme Intermarché ont déréférencé des centaines de produits parce qu'ils n'étaient pas bons pour la santé. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a aussi ça qui rentre en ligne de mire, c'est que le consommateur a repris un peu de pouvoir. Il devrait en prendre plus parce que c'est lui qui a la carte bleue, in fine, mais il l'oublie de temps en temps. Mais je pense que c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, face à toutes ces nouvelles contraintes, on doit pouvoir agir collectivement. Merci. Et une remarque, peut-être juste une petite remarque qui est quand même importante. Nous, quand on a créé l'Alliance de marque, donc c'est une SAS, l'Alliance de marque. Je suis associé, Groupe Wicker est associé. Les autres, ce sont mes clients, les autres marques. On leur a expliqué qu'il y avait plus d'intérêt pour elles à gagner en cross-selling qu'en dividendes qu'on allait leur distribuer. Et on a bien modélisé tout ça pour bien leur expliquer. Mais la différence entre nous et SkyTeam, au-delà du secteur d'activité, c'est que SkyTeam, toutes les entreprises sont associées au capital de SkyTeam. Et ça, pour nous, ça peut poser des questions après en termes de gouvernance et en prise de décision. Parce que quand on est peu d'associés, on peut aller très vite. Quand on est 40 associés, quand on regarde chaque décision par rapport à son intérêt à soi, c'est plus long. Donc, c'est aussi ça qui a fait que c'est aussi ça qui fait que ce type de modèle peut être amené à fonctionner dans le temps. Très bien. J'ai une question sur Air France KLM. Est-ce que Air France KLM, pour vous, c'est une alliance de marque? Air France KLM, ça dépend. Là, on parle de deux entreprises, mais oui. Pourquoi ça ne le serait pas? J'ai l'impression que dans Air France KLM, Air France est dominant et KLM est dominé. Je vois bien les économies qu'ils peuvent faire en termes de pièces de rechange, ils ont les mêmes avions, etc. Mais j'ai l'impression que dans Air France KLM, c'est deux entreprises et qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout et supprimer la marque KLM. Je pense que vous mettez le doigt sur un vrai sujet. Est-ce que dans les alliances, il y a des dominés et des dominants? Je pense que dans la vie de tous les jours, il y a des dominés et des dominants. La question, c'est comment on fait pour donner moins de pouvoir aux dominants et en donner un peu plus aux dominés pour que, in fine, plus personne. Mais c'est un vrai sujet. Donc, au cœur même des alliances de marque, il y a ce sujet de la gouvernance. Et c'est pour moi le principal sujet. Pouvoir donner, en fait, moi, au quotidien, par rapport aux commerciaux que j'ai, je leur explique toujours qu'on doit, et force l'animation commerciale, on doit donner la même écoute. En fait, notre écoute par rapport à nos clients ne doit pas être proportionnelle à la taille du chèque qu'on nous fait chaque année. Elle doit être proportionnelle à l'intérêt pour les clients qu'on va ramener à nos entreprises. Et donc, du coup,
Ça, c'est une culture d'entreprise, tout simplement, et c'est une culture managériale. Merci. Autre question? Oui, Romain, moi j'ai une question qui porte sur l'organisation. Bon, c'est clair, l'intérêt des alliances, vous l'avez bien démontré, mais qu'est-ce qu'il faut changer ou qu'est-ce qu'il faut optimiser en termes d'organisation dans une société pour faciliter ces alliances? Est-ce qu'il faut un monsieur alliance? Est-ce qu'il faut impliquer tout le comité de direction? Comment vous voyez les choses pour faire avancer le plus vite possible et le plus efficacement possible les alliances? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans mes relations avec chacune des entreprises avec lesquelles je travaille, leur niveau d'engagement dans l'alliance, parce qu'une alliance, ça marche aussi quand les entreprises sont engagées. Si elles sont juste là pour mettre leur marque, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est aussi pour ça que le ticket moyen, il est assez élevé, parce que au moins, il faut l'amortir, ce coût. Donc, il y a cette question, effectivement, de l'engagement de l'entreprise. Et après, est-ce que vous pouvez me répéter la question? J'ai perdu juste le fil de la fin de la question. Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut changer dans les organisations actuelles pour faciliter les alliances? Je pense qu'effectivement, il ne faut pas un monsieur ou une madame alliance. Il faut que ça soit… Alors, ça, il faudra dans la gestion du quotidien d'un point de vue opérationnel, mais sur la stratégie, il faut que ça soit quelque chose qui soit un engagement du COMEX ou de la direction générale. D'ailleurs, André, tu es là, mais c'est tout le sujet que nous, on a chez Entreprises et Progrès. Pour permettre aux entreprises de s'engager dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, il ne faut pas qu'il y ait un monsieur RSE. Il faut que ça soit le core business et donc la stratégie d'entreprise. Et donc, ça doit, en fait, l'acculturation doit se faire à toutes les strates de l'entreprise, jusqu'à celui qui va mettre 2 verrous ou deux vis dans un fauteuil s'ils font des fauteuils. Donc, pour moi, c'est fondamental. Ça doit être non pas quelque chose de stratégique qui est le produit de la direction générale ou le produit d'une personne à la direction générale, mais ça doit être le produit de l'ensemble de l'entreprise qui adhère dans une alliance. Et un de mes travaux à moi, et qui me coûte beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est justement… Alors, quand je parle avec une boîte où il y a 50 salariés, ça va. Mais quand c'est une entreprise où il y a 3000 salariés, il faut que je me trouve des copains à l'intérieur des entreprises pour parler de… voilà. Donc, il faut que je leur produise des supports. Il faut que je m'assure qu'ils aient compris. Et donc, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Mais c'est inévitable. Et d'ailleurs, pour conclure là-dessus, Romain, je pense même que ça fait partie de mes facteurs de succès. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à faire en sorte d'engager toute l'entreprise et être victime de mon propre succès, eh ben, j'aurais perdu. On aura eu un super produit qui est une alliance de marque, mais on ne l'aura pas fait prospérer parce qu'on n'aurait pas été capable d'engager tout le monde dedans. Merci. On arrive à la fin, mais c'est tellement passionnant qu'on peut prolonger. Alors moi, c'est ce qui a fait aussi que j'ai accepté à l'unanimité, mais j'étais tout seul, donc ça va, de rejoindre l'académie. C'est que je pense que ces nouvelles formes collaboratives et tous les enjeux qu'on a parlé, RSE, SG, etc., vont profondément changer les règles du commerce. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour, moi, de mon côté, parce qu'on a beaucoup parlé à une époque de commerce équitable. Ben, je pense qu'on y est là aujourd'hui. Et il ne faut pas simplement que ça soit une mode. Il faut vraiment que ça soit… que nos entreprises s'en emparent pour pouvoir vraiment changer la face du monde. Parce que c'est ça quand même le sujet. Hein. C'est d'arriver à répondre aux besoins des terriens et des terriennes et en même temps à nourrir les intérêts de nos entreprises pour les faire prospérer dans le temps. J'ai une dernière question, si vous permettez. J'ai été frappé par ce que vous avez dit sur les alliances, sur le fait qu'il fallait l'unanimité pour être admis au sein de votre alliance. Est-ce que ça veut dire que des entreprises concurrentes ne peuvent pas participer? Oui. Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il y a 100 entreprises environ à qui j'ai refusé de prendre un chèque de 25 000 € depuis 3 ans. Ça fait un peu d'argent. Et pourquoi? Parce que mes alliés n'étaient pas à l'aise avec leurs process commerciaux, avec leurs services après-vente, avec la qualité de service, avec les entrepreneurs.
contrairement à un fonds d'investissement, et je les aime bien les fonds d'investissement, mais ils sont planqués derrière le nom du véhicule financier. On ne sait pas qui y a derrière le véhicule financier. Là, quand O2 va recommander Stana, O2 recommande Stana. Donc, c'est l'image de marque. Si Stana fait n'importe quoi ou O2, derrière, c'est des clients que les deux entreprises vont perdre. Et du coup, nous, dans notre mode de fonctionnement, dans les contrats de prestation, les avocats ont travaillé à faire en sorte que si jamais une des marques rentre dans l'alliance et fait n'importe quoi, nous, on fait un communiqué de presse en disant que cette entreprise, elle est irresponsable. Donc, du coup, ils réfléchissent à 2 fois avant de rentrer dans l'alliance. Ils réfléchissent parce que c'est un ticket, quand même, mais ils réfléchissent aussi parce qu'ils s'engagent dans une démarche qualité importante. Et effectivement, Marc, les entreprises sont en exclusivité. Parce que si je veux imaginer des nouveaux produits qui apportent plus de valeur ajoutée, je ne peux pas embarquer tous les concurrents. Ça va être compliqué. D'accord. Donc, il y a des entreprises qui sont complémentaires et sur lesquelles il peut y avoir synergie, plus que des entreprises qui sont concurrentes. Et c'est logique, finalement. Mais ce qui m'a frappé, c'est votre unanimité pour être admis. Bon, je comprends bien qu'on ne mélange pas la chèvre et le chou, mais j'ai bien compris aussi qu'il y avait complémentarité et non pas concurrence. Exactement. On n'est pas un syndicat, on n'est pas là pour fédérer toutes les entreprises pour aller revendiquer un bout de quelque chose au pouvoir public ou à d'autres. Nous, on est là pour faire du business et être profitable, mais en étant super utile par rapport à nos clients. Donc, pour faire ces 2 choses-là, il faut d'abord qu'en termes d'utilité, on soit à l'aise avec les marques avec lesquelles on travaille. Donc, oui, c'est exclusif. Et après, ça nous permet effectivement d'imaginer des nouveaux produits pour pouvoir aller conquérir des nouvelles parts de marché et des nouveaux marchés, tout simplement. Donc, oui, c'est… du coup, on se ferme des portes. On est clivant, ça, c'est certain. Mais on n'a pas trouvé mieux pour le moment comme modèle. Merci. Merci à nouveau. Nous avons tous compris qu'en alliant la marque Académie à la marque Benjamin Zimmer, chacun va s'y retrouver, autour de thèmes liés au commerce, au marketing, mais bien plus largement à la société. Pour avoir une idée, pour ceux qui ne sont pas membres de nos travaux, je vous conseille de vous connecter sur notre site, Académie des sciences commerciales. Et si vous voulez suivre nos travaux, plusieurs occasions l'année prochaine. On aura le 27 janvier, vous pouvez déjà le noter sur votre agenda, un exposé de 17h à 18h30, un peu le même format. Alors, sur le titre, le thème n'est pas encore stabilisé, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la date est marquée dans le marbre, jeudi 27 janvier de 17h à 18h30. Et chaque semaine, on communique sur des articles publiés par nos membres. Donc, je ne sais pas là, sur l'aspect technique si on a vos mails, mais sinon, vous pouvez très bien envoyer un mail à l'Académie des sciences commerciales. Il y a un espace sur le site où vous pouvez envoyer votre mail et vous serez tenu au courant. Et puis, dernier point, on organise chaque année des prix et médailles pour les meilleurs ouvrages. C'est comme ça qu'on a récompensé Benjamin à 2 reprises, les meilleurs ouvrages traitant du commerce et du marketing. Et pour la 2e année, on distribue également des prix, enfin, on donne des prix aux meilleurs documentaires télévisuels ou accessibles sur les médias sociaux, traitant toujours du commerce et du marketing. Et ces 2 événements, le jury converge maintenant sur les meilleures contributions, auront lieu en avril 2022. Voilà. Merci à tous, merci à Benjamin et à très bientôt sur nos lignes. Merci. Et bien sûr, bonne fête de fin d'année et bon début d'année prochaine. Merci. Bonjour. Est-ce que ce sera possible de la voir en replay? Alors, attendez. Oui, ça c'est Patricia qui peut y répondre. Est-ce qu'on a enregistré? Parce qu'on a juste une explication.